Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment éduquer au développement durable. Stéphane Germain publie un passionnant ouvrage qui combine réflexion de nature presque philosophique et dispositifs pratiques hyper opérationnels pour les classes. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrett. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité culturelle et programme d'art aujourd'hui autour de cette grande et belle exposition Van Gogh au musée d'Orsay. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, c'est les vacances, on en profite pour lire. Coup de cœur pour 2 albums jeunesse. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier et son cours particulier. Elle nous emmène dans les zones reculées du Bangladesh où une ONG entreprend d'éduquer les enfants. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Aujourd'hui, plus que jamais, l'éducation doit se montrer à la hauteur des défis et des aspirations du XXIe siècle. Elle porte la responsabilité d'encourager les bonnes valeurs et les bonnes compétences pour une croissance durable et inclusive et pour une cohabitation pacifique de tous. Fin de citation. Robuste déclaration d'Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, qui avait accompagné cette déclaration à la publication d'un référentiel mondial sur l'éducation au développement durable. Tout cela est plus facile à dire qu'à faire, raison pour laquelle on vous recommande vivement la lecture du guide pratique pour l'éducation au développement durable de Stéphane Germain. Il vient de sortir chez De Book Supérieur dans la collection C'est pratiques pédagogiques. Tout à fait. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Quand vous n'écrivez pas de livres absolument passionnants par ailleurs, vous êtes principal de collège du côté de Nantes, à la Chapelle-sur-Erdre, c'est le collège La Coutancière. Ce référentiel auquel je viens de faire référence, il date de 2017. 2017. Ça fait 6 ans. On avait le temps il est déjà mis en œuvre, alors si ça fait 6 ans. Oui, non, l'éducation au développement durable reste un peu confidentielle, c'est-à-dire que en 2017, ça a été vraiment un grand changement, la publication de ce référentiel, puisqu'on avait une norme commune. Il est vraiment ancré sur les objectifs de développement durable, donc 17 objectifs. Donc le développement durable, c'est un concept de l'ONU, et l'ONU a chargé l'UNESCO de produire ce référentiel. Alors un tout petit historique. En 2014, il y a eu la première conférence mondiale sur l'éducation au développement durable. Donc ça a posé les bases de la notion d'éducation au développement durable avec la notion de compétences essentielles. Donc voir les choses de façon large, de façon systémique, avoir une démarche stratégique. Bon, je ne vais pas citer les 8 compétences essentielles, mais c'était très important. On va les distiller de toute façon, je pense, au fil de l'émission. Parce qu'elles sont importantes. Et puis après, il y a cette volonté de créer ce référentiel. Donc c'est une quarantaine d'experts et de praticiens au niveau mondial. Il y avait des Indiens, il y avait des Mexicains, etc. Donc c'est vraiment une posture mondiale. Et on produit ce référentiel, 255 compétences, 15 par objectif de développement durable. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on a volontairement 5 par objectif de développement durable, 5 qui sont cognitifs, à comprendre ce qui se passe, 5 qui sont socio-émotionnels, se mettre en lien, et puis 5 qui sont comportementales, passer à l'action. Et ça, c'est indissociable, ces 3 dimensions, et c'est rabâché tout au long du référentiel. On va, si vous voulez bien, les déplier, ces 3 dimensions, en commençant par la sphère cognitive. Là, j'allais dire, c'est la plus classique. Classique et pas classique, parce qu'il y a la notion dans la cognition de ce qu'on sait, mais il y a aussi la notion de compétence, quand même. C'est pas que les savoirs, c'est pas au sens classique du terme, j'apprends des choses. Alors, si on parle de référentiel, de toute façon, on est sur une approche par compétence. Donc, les référentiels, on parle de référentiels supranationaux, puisqu'ils sont généralement définis à un échelon qui est au-delà des nations. Donc, le plus connu, c'est 2001, le référentiel du cadre européen des langues vivantes, les niveaux 1, A2, B1, B2. Que les élèves connaissent bien maintenant, parce que souvent, on leur demande d'accéder à tel ou tel niveau. Et à chaque fois, c'est expliqué. Ça se présente sous forme de tableau, je précise, pour celles et ceux qui ne sauraient pas. Et on dit, dans tel niveau, vous devez savoir faire tel et tel type de choses avec la langue concernée. Voilà, c'est une capacité. Donc, une compétence, elle est exprimée par des verbes. C'est beaucoup de verbes, d'action ou de compréhension. C'est une capacité. Et donc, l'analogie avec le référentiel de langue, elle est pertinente puisqu'il a mis une dizaine d'années à d'abord être implémenté au niveau des établissements scolaires et des enseignants. Puis après, le grand public connaît tous maintenant la référence 1, A2, B2, etc. Et donc, on a cette sphère cognitive, ce que j'apprends, non seulement, mais ce que j'apprends à faire, ce que je peux faire à partir de ce que j'ai appris. La sphère socio-émotionnelle, c'est se mettre en lien. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir collectivement, se mettre en lien en fait, le changement, l'éducation au développement durable, c'est avant tout un fait culturel. C'est soit des pratiques in fine, mais avant d'arriver aux pratiques, il faut évoluer dans ses représentations, dans sa perception, dans ses postures. Et cette évolution, elle se fait collectivement. Tous les changements culturels se font collectivement. Donc ça renvoie aux valeurs, ça renvoie à la motivation, au respect, la communication, la collaboration. Dernière sphère,
la sphère comportementale. Passer à l'action. Donc ça s'est rabâché tout au long du référentiel. C'est pas juste je sais qu'il faut sauver la planète, c'est que je la sauve vraiment. Voilà, c'est très important de savoir avoir les clés. Qu'est-ce que l'on doit faire concrètement? Et l'UNESCO, c'est concrètement au niveau local. Donc, quand on fait de l'éducation au développement durable, on s'intéresse à son territoire et qu'est-ce qu'on peut faire sur son territoire, son lieu d'habitation. Et souvent, il y a le fait que... alors, il y a des études de l'UNESCO, puisque le référentiel est sorti en 2017. Il y a une feuille de route qui est 2020-2030 et il y avait un premier bilan en 2019-2020, avec des études de l'UNESCO qui montrent que c'est beaucoup l'affaire cognitive qui a été implémentée, beaucoup moins l'affaire la sphère comportementale, et ça porte un biais puisque vous connaissez l'éco-anxiété chez les jeunes. Oui. Ils découvrent l'éco-anxiété par ce qu'ils peuvent voir dans les médias, etc. Et si le système éducatif reste sur cette sphère cognitive, comprendre, on va presque renforcer l'éco-anxiété, oui, parce que tant qu'on ne va pas sur la sphère comportementale, et la possibilité du passage à l'action, voilà, et le fait qu'on n'est pas forcément fichu. L'éducation au développement durable vise à développer les compétences qui rendent les individus capables de réfléchir à leurs propres actes en tenant compte de leurs conséquences sociales, culturelles, économiques et environnementales présentes et futures à l'échelon local et au niveau mondial. Elle vise également à permettre d'agir d'une manière durable dans des situations complexes, ce qui peut pousser les élèves à s'engager dans des directions nouvelles, à participer au processus sociopolitique pour faire avancer les sociétés sur la voie du développement durable. C'est ce qui dit le référentiel de l'UNESCO. Je vous cite, évidemment, j'ai trouvé tout ça dans le livre de Stéphane Germain, qu'on retrouve juste après l'Anti-Sèche, Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. En ce 30 octobre, une anti-sèche culturelle, les programmes d'art plastique, Vincent Van Gogh, superbe exposition au musée. Il paraît que vous êtes allé à cette exposition? Je suis allé, superbe. Vous recommandez aussi? Ah, je recommande 100%. Génial. Et à cette occasion-là, on revient sur l'histoire d'un des plus grands génies de la peinture et un artiste incontournable du 19e. Monsieur a de très bon goût. Moi aussi, je la conseille fortement. On va en parler tout au long de cette chronique. Oui, Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise les derniers mois. C'est la première exposition consacrée aux œuvres produites par l'artiste dans les derniers mois de sa vie, dans cette magnifique ville champêtre d'Île-de-France. Alors Vincent Van Gogh est né il y a 170 ans, le 30 mars 1853, à Zundert, dans le sud-ouest des Pays-Bas. Son père est pasteur, son oncle est marchand d'art. Bon, il va avoir une influence extrêmement importante sur le jeune Van Gogh. Il aime déjà beaucoup dessiner, tout petit Van Gogh. À 16 ans, il entre en apprentissage chez son oncle, qui a créé une entreprise familiale internationale de vente de tableaux. Van Gogh parle allemand, anglais, français. Le français, c'est la langue la plus répandue au 19e siècle et la plus importante. Donc, il est embauché par son oncle dans cette entreprise familiale. Mais le métier de marchand d'art, peut-être aussi le marché de l'art aussi d'ailleurs, ne lui plaît pas vraiment. Et malgré plein de voyages où il rencontre des artistes, il visite des musées à Londres, à Paris, partout, il décide de quitter l'entreprise familiale. Effectivement, pour devenir pasteur comme son père. Vincent devient prédicateur. Lui, évidemment, il enseigne la religion aux plus petits dans des écoles. Il s'installe auprès des mineurs de fonds en Belgique. C'est là qu'il découvre ce métier extrêmement difficile, extrêmement dangereux, notamment à cause de ces coups de grisou, ces explosions que l'on retrouve au fond de la mine. Il en fera d'ailleurs l'un de ses plus grands tableaux, Les mangeurs de pommes de terre, qui dépeint cette misère humaine, cette violence humaine. Vincent va se tourner rapidement vers la vie d'artiste. Il s'installe à La Haye, à Anvers, à Londres, il retourne aux Pays-Bas. Il rencontre de nombreux artistes d'un atelier à un autre. Et là, il commence à composer, à dessiner cette série d'autoportraits. Il en fera au total 37. On les retrouve un peu partout dans le monde entier aujourd'hui, aux Pays-Bas, La Haye, Amsterdam, Anvers. On la trouve aussi à Paris, au musée d'Orsay, et à New York. Direction ensuite Montmartre avec son frère Théo. Il découvre de nouveaux artistes et de nombreuses expressions. Si on a le pointillisme, l'impressionnisme, et il commence aussi à peindre cette atmosphère chaleureuse, notamment à Montmartre, une dizaine de tableaux. Période très effervescente à Paris, mais Paris le fatigue. Van Gogh, en 1888, il part à Arles, en Provence, où Paul Gauguin d'ailleurs le rejoint. Ils passent leur journée à peindre, mais ils se disputent aussi de plus en plus fréquemment. Oui, des disputes de plus en plus violentes, comme le 23 décembre 1888, où Van Gogh se retrouve avec, évidemment, l'oreille qui est tranchée. Au départ, on soupçonne Paul Gauguin. Au final, il avouera à Vincent Van Gogh que c'était lui, parce qu'il s'est emporté contre son ami et il a voulu se venger contre lui-même. Il offrira d'ailleurs cette oreille à une amie, une voisine, qui est employée dans un bordel.
Sympa comme cadeau, bon, c'est assez original. Bon, plaisir d'offrir. Oui, c'est le plaisir d'offrir, c'est surtout ça, oui. Une partie de son oreille, quand même, c'est important. Donc, on a Paul Gauguin qui rentre à Paris. Lui, Vincent, est hospitalisé en asile psychiatrique à l'asile de Saint-Paul-de-Moselle, à Saint-Rémy-de-Provence. Plus le temps passe, plus les médecins, évidemment, disent qu'il est vraiment malade, ce Vincent van Gogh. Dans cet ancien monastère provençal, il va beaucoup peindre. Plus de 150 toiles, quand même, qu'il envoie, évidemment, à Théo, son frère, notamment Iris, cette représentation de fleurs qui pousse vers l'allée devant ce cloître et qui deviendra par exemple en 1987 l'œuvre, le tableau le plus cher au monde. Il est adjugé à 54 millions de dollars. Il a été depuis battu en 2017 par le Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Ou pas, oui, effectivement. Il y a tout un débat sur le Salvator Mundi, il y a eu des documentaires absolument passionnants. Bon, rendons à César ce qui appartient à César, voilà. Quand même, peut-être. 450 millions de dollars, cette œuvre. En 1890, Théo van Gogh, donc son frère, arrive enfin à vendre une œuvre de Van Gogh, La Vigne Rouge, 400 francs. C'est la seule œuvre vendue produite par ce frère de son vivant. Donc voilà, c'est assez une seule. Et c'est là qu'on va rejoindre l'exposition du musée d'Orsay, 1890. Vincent part à Auvers-sur-Oise, village très fréquenté par les peintres impressionnistes. Il est encouragé par ce frère, par Théo, qui veut l'avoir près de lui en même temps et qui veut qu'il se soigne. Effectivement, il sera soigné par le docteur Paul Gachy, qui est très connu, évidemment, des artistes. Il lui trouve même une petite chambre à l'auberge Ravoux. D'ailleurs, on peut toujours, c'est tout petit, mais on peut l'admirer encore aujourd'hui, la visiter. Vincent s'y installe en 1890 et il va peindre 70 tableaux en 70 jours. C'est tout simplement un record dans l'histoire internationale de l'art. Le 27 juillet 1890, il part en promenade avec son matériel de peinture. Il fait beau, paysage magnifique, nature resplendissante. Et il revient blessé avec une balle dans le ventre. Il dira au docteur Gachet qui est venu à son chevet qu'il a voulu se suicider. Donc on l'a parlé aussi d'un tir accidentel d'un garçon. Bon, au final, ce serait lui. Il est enterré dans le cimetière d'Auvers-sur-Oise. Il meurt 2 jours plus tard après cette blessure par balle. Et donc cette exposition revient. 40 peintures, 40 toiles, une vingtaine de dessins. Revient sur ce dernier mois de Vincent van Gogh et c'est à voir jusqu'au 4 février 2024 au plus beau musée du monde, le musée d'Orsay. Génial, merci beaucoup Brandon. Grand oral, Stéphane Germain. Comment éduquer au développement durable sans pratiquer le greenwashing pédagogique? Eh bien, en lisant et en mettant en œuvre le guide pratique pour l'éducation au développement durable de Stéphane Germain. Il vient de sortir chez Debook Supérieur. Stéphane Germain, on a l'impression qu'un certain nombre de choses, alors je ne sais pas si ça s'oppose, mais sont compliquées. Si on veut mettre en œuvre tout ce qu'il y a dans le bouquin, est-ce que d'abord les enseignants sont suffisamment formés à ce type d'approche? Parce que c'est orthogonal par rapport à la façon dont on les recrute et à ce qu'on leur explique dans les aspects. Oui et non. Moi, je suis impliqué dans les réseaux d'éducation et développement durable. Donc, je côtoie des enseignants qui, effectivement, sont coutumiers des approches de pédagogie active, de créer des activités pédagogiques où les élèves sont impliqués. Maintenant, c'est un peu biaisé. C'est vrai que dans beaucoup d'établissements scolaires, c'est quelques enseignants qui sont au fait de ces approches-là. Et ce qu'il faut préciser quand même, c'est que vous êtes principal de collège. Oui. Ceci étant, vous n'avez pas d'autorité pédagogique sur les enseignants. Donc, si vous voulez les embarquer par là, c'est de la conviction, du charisme, des explications. Mais ils peuvent tout à fait vous dire, monsieur le principal, non, je n'ai pas envie. Oui, alors, les enseignants, ils partent aussi par eux-mêmes. Hein. Le chef d'établissement peut entraîner, mais il y a beaucoup d'enseignants qui partent par eux-mêmes. Et puis, il y a aussi des parents qui poussent. Moi, je suis dans un établissement. Je ne sais pas si les parents ont autant de succès. Alors, il y a des éco-parents dans mon collège, par exemple. Ouais. Les parents qui veulent s'impliquer dans le développement durable. Et puis, ce que je perçois, moi, c'est aussi sur les élèves, parce qu'il y a une demande sociale de la part des élèves qui est très forte pour le développement durable. Donc, beaucoup d'enseignants vont vouloir répondre à cette demande. Donc, ce que vous décrivez, c'est finalement, parce qu'il y a aussi, vous avez parlé des réseaux éducation au développement, il y a plein d'échanges entre enseignants sur les réseaux sociaux, d'associations. Oui. C'est finalement une espèce de diffusion horizontale qui se fait, une acculturation. Voilà. Et qui reste un peu confidentiel. Donc c'était ça l'idée de mon ouvrage, c'était de mettre au grand jour un petit peu toute l'activité des réseaux d'éducation au développement durable. Il faut les mettre au pluriel. Alors le plus connu, c'est l'UNESCO, puisque l'UNESCO préconise le travail en réseau. Le réseau des écoles associées à l'UNESCO, il faut imaginer que c'est 18 000 écoles au niveau mondial, 130 seulement au niveau français. Donc les 130 qui sont, alors c'est écoles primaires, collèges et lycées. 130 sûr, j'ai plus le nombre d'établissements en France, mais je pense qu'il doit bien y avoir 30 000 écoles primaires, 7 000 collèges, 4 000 lycées. Voilà, c'est ça. Donc ça reste confidentiel. Voilà. On
est sur des logiques qui sont plutôt confidentielles. Et puis il y a des réseaux d'éducation développement durable. Ils sont nombreux, même à l'échelle de la France, c'est par centaines, mais il y en a qui vont être pour la diffusion d'un type de ressources. Alors il y a la formation des enseignants ou leur acculturation, il y a aussi les programmes de l'éducation nationale, parce que quand on est enseignant, on est censé faire le programme. Oui. Vous plaidez pour ce qu'on appelle une approche curriculaire, le curriculum. Voilà. C'est quoi le curriculum versus le programme ? Alors, on peut donner deux dimensions, si vous voulez, d'une approche curriculaire. Vous avez les compétences qui sont travaillées. Dont on a parlé au début de l'émission. Dont on a travaillé. Donc là, par exemple, il faut imaginer un référentiel de 255 compétences, je le rappelle. Et puis, il y a les activités ou les thèmes qui vont permettre de travailler ces compétences-là. Donc, on peut raisonner en termes de profondeur et de largeur. La profondeur, c'est les compétences travaillées. La largeur, c'est les activités. Or, initialement, à partir de 2014, les pays ont voulu implémenter, parce que en 2014, c'est aussi la déclaration d'Incheon, donc c'est ce qu'on appelle la stratégie éducation 2030. Donc c'est une conférence, ça c'est une autre conférence, c'est une conférence mondiale sur l'éducation. Incheon, c'est en... Alors Incheon, c'est en Corée c'est sous l'égide de l'UNESCO, et on est sur une logique stratégique, c'est-à-dire se dire, on va essayer d'avoir une vision du futur, et on ne veut pas que l'éducation subisse son environnement, on veut que l'éducation, c'est elle qui implémente le changement social. C'est très ambitieux, mais c'est ça la logique stratégique. Donc quand vous voyez le logo éducation 2030 avec la petite rosette des ODD, on est sur la stratégie éducative mondiale. ODD comme objectif du développement durable, on en a parlé au début de l'émission, mais je redonne quand même les sigles parce que c'est important. Vous recommandez fortement, et vous venez de le faire il y a quelques instants encore, la pédagogie de projet. Oui. Les pédagogies dominantes aujourd'hui, ça reste quand même des pédagogies plus verticales. Le prof fait cours. Alors, ça a beaucoup bougé, et ça j'en suis bien conscient depuis une vingtaine d'années. Il y a énormément d'activités. Le cours magistral à l'ancienne a quand même, bon an, mal an, a reculé. Mais enfin, il reste important. Alors, en fait, quand on réfléchit sur un référentiel, on parle d'implémentation du référentiel. Donc une partie du référentiel peut être implémentée dans les programmes. C'est ce qu'ont fait à peu près tous les gouvernements. Ils ont fait évoluer leur programme éducatif pour pouvoir travailler les compétences du référentiel. Mais ça ne suffit pas, en fait. Il faut aussi laisser de l'autonomie aux enseignants pour qu'ils créent ces fameuses activités pédagogiques. Donc on est sur des logiques de projet, on est très actif parce qu'on demande aux élèves d'être en activité, si possible que les projets viennent d'eux, en grande partie, et puis je reviens aux compétences comportementales, il faut qu'ils soient devant des choix et qu'ils fassent des choix. Ouais. Et il faut que les élèves acceptent tout ça aussi. Parce que ce que j'avais noté sur certains sujets d'innovation, c'est que parfois les élèves disent, vous êtes sympa, on n'est pas des cobayes, on veut bien le truc un peu classique, quoi. Il y a tout. Hein. Moi, je suis principal de collège, on voit les phénomènes émergents. C'est-à-dire qu'on voit, moi ça fait 30 ans, plus de 30 ans, on voit les générations qui évoluent et qui changent. On n'est plus dans la génération Greta Thunberg avec une pancarte où on demande à ce qu'on fasse pour nous. Les jeunes, ils veulent passer à l'action. Donc en fait, dès qu'on propose des activités, ils prennent. Eux, il y a une demande sociale très forte. Et les enseignants, du coup, sont très épanouis à créer ce genre d'activité parce qu'ils répondent à tout cela. Stéphane Germain, ancien élève de l'ENS Cachan Paris-Saclay, agrégé d'économie et de gestion. Vous avez enseigné l'économie et le management avant de devenir chef d'établissement principal de collège aujourd'hui. Le collège La Coutancière, c'est à côté de Nantes. On se retrouve juste après la récré. J'espère qu'ils n'ont pas galé à la récré. Il y a toujours la récré, l'UNESCO. Ils sont d'accord avec la récré? Oui, bien sûr, bien sûr. La récré, Brandon Noiret. Rebonjour Brandon, une récré, on va prolonger pour une petite séance de lecture au fait de la concurrence à Célie Luton, notre libraire qu'on retrouve tous les vendredis, avec deux livres, deux petits coups de cœur en fait, deux pépites. Oui, effectivement, deux coups de cœur. Voilà, le premier coup de cœur, c'est L'île du crâne de Max Lermenier et de Clément Lefebvre pour les dessins, d'après évidemment l'adaptation de ce célèbre roman d'Anthony Horowitz. Ça vient de sortir chez Jungle Pépite. Alors c'est l'histoire on a David Elliott qui s'est fait renvoyer de son collège où tous ses ancêtres se rendaient. Le problème que pour le punir, ses parents vont décider de l'envoyer dans un établissement connu pour une discipline de fer. Sauf que ni les parents ni David Elliott s'imaginent comment ça va vraiment se passer sur place. On a des professeurs très bizarres, des élèves qui se comportent de façon inhabituelle. C'est extrêmement particulier. Je vous laisse percer les secrets de Grosham Grange, cet établissement très réputé en compagnie de David Elliott et ses amis, et ça vient de sortir. On va l'ouvrir, c'est une BD en fait. Bien sûr, effectivement. Comment ? C'est une bande dessinée. Oui, c'est une bande dessinée, effectivement. Oui, je ne l'ai pas précisé. Effectivement, c'est une bande dessinée. C'est très épuré, ce trait est absolument magnifique. Et pour la petite histoire, on a les lecteurs, les fidèles lecteurs d'Harry Potter qui sont persuadés que l'œuvre d'Harry Potter est un plagiat de L'île du crâne. Et d'ailleurs, J.K. Rowling avait reconnu
connue, qu'elle adorait Anthony Horowitz. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes qu'on retrouve notamment dans la bande dessinée. On a ce départ en train, cette fameuse lettre, cette école de magie, ces professeurs tout à fait bizarres, la rencontre avec les amis, la taille aussi des personnages. Beaucoup de similitudes. Bon, bah pourquoi pas. Deuxième coup de cœur, un grand classique. Et oui, un grand classique, ça s'appelle La Princesse Podane. On se rapproche de chez nous, évidemment, l'adaptation de Charles Perrault, Podane de 1694. On avait évidemment adoré Podane avec Catherine Deneuve en 1970, de Jacques Demy. Là, c'est assez particulier. Et Delphine Seyrig et tout. Et oui, voilà. et Jacques Perrin, on trouve tout ce bleu absolument magnifique, cet imaginaire, ce ciel, cette lumière. Tout est absolument incroyable. Bon, l'histoire, on la connaît. Nous sommes dans un palais, le roi et la reine sont très heureux avec leur fille unique. Un jour, le problème c'est que la reine tombe malade, elle demande à son mari, l'obliger, que s'il retrouve une femme, ce sera forcément une femme plus belle et plus sage qu'elle. Lui, à ce moment, il se dit, la seule femme plus belle et plus sage que ma femme, c'est ma fille, pour le plus grand malheur de cette fille. Les filles n'épousent pas leur papa. Non, c'est absolument magnifique en tout la cas. maternelle. Oui, et donc Podane, ça vient de sortir, donc c'est pas de Catherine Deneuve, mais c'est Cécile Chicot qui est au scénario et au dessin. C'est magnifique pour les petits et les grands. On retrouve encore une autre histoire de Podane. Lisez cette bande dessinée, on adore. Pas beaucoup d'écriture. Voilà, le fond prend un peu de place sur la forme. Mais bon, c'est absolument magnifique. Donc on vous la conseille sur School TV. Superbe. 2 BD pour les vacances. Ouais, merci BD beaucoup. pour le Vous connaissez la recette du cake d'amour, hein? Oui. Ah oui, vous la chantez ou pas? Non, allez-y. non, je vous laisse. J'ai fait trop de fiascos. Effectivement, trop de fiascos dans cette émission. Allez, grand oral, Stéphane Germain. La raison d'être de l'éducation au développement durable est de permettre d'aller vers un futur souhaitable en donnant moyen aux élèves de l'inventer, écrit Stéphane Germain. Ça fait un peu le lien avec ce que vous avez dit juste avant cette récré sur l'implication de cette génération post-Greta Thunberg. Elle est un peu vieille pour eux, en fait, Greta Thunberg. Elle a 25 ans maintenant, je pense. Auteur Stéphane Germain de ce guide pratique pour l'éducation au développement durable paru chez Debook Supérieur. Il y a l'idée de multiplication des activités parce que cet esprit critique, cette capacité à penser le monde qui vient, à penser sa complexité, à le penser de manière holistique, ça ne s'invente pas. Et alors, je précise que dans le bouquin, il y a plein d'activités pour développer l'esprit critique et la créativité. Les quiz, les challenges, qu'est-ce qu'il y a si on devait en choisir une marrante à raconter. Une dizaine d'activités. Oui, c'est ça. Moi, je ferais la dernière, l'entrepreneuriat durable. C'est plutôt niveau lycée et puis presque post-bac, mais se lancer sur l'entrepreneuriat à caractère durable. On cherche à réduire les empreintes, etc. Mais je peux en citer, il y en a plus d'une dizaine, hein, donc évidemment la logique. Mais ce que vous dites en quiz et enquête, voilà, vous dites déjà ça contribue à faire des enfants, des adolescents qui se posent des questions, qui ont l'habitude de ne pas tout trouver. Quand on fait une enquête au niveau d'un établissement scolaire dans son ensemble, on a la perception de tout le monde et chacun individuellement peut se positionner par rapport à la position de tout le monde. Donc ça fait évoluer ce qu'on évoquait, hein, l'aspect culturel, les représentations, les perceptions, etc. On confronte ces perceptions personnelles à celles des autres. En parlant de culture, c'est une culture qu'il faut changer aussi, parce que ça, vous le racontez très bien dans le livre. Il y a des travers de pensée très occidentaux, très français, qui ne facilitent pas ce qu'on appelle l'analyse systémique, par exemple la pensée cartésienne. Oui. Alors c'est pour ça que le référentiel, il est mondial. Donc quand les enseignants s'en emparent, des fois on est un peu déconcerté parce qu'on a notre travers occidental, comme vous le didites, et il faut avoir à l'esprit qu'il a été conçu au niveau mondial. Donc je le redis, hein, il y a des Indiens, il y a des Mexicains, etc. Leur contexte à eux, ils sont sans le travers un peu de pensée occidentale. Il y en a un qui m'intéressait particulièrement comme travers de pensée que vous signalez, c'est l'anthropocentrisme, le fait de tout ramener à l'homme. Oui. Alors ça c'est le b.a.-ba, c'est-à-dire que faut s'ouvrir aux écosystèmes au sens large. Donc c'est percevoir la compétence socio-émotionnelle, c'est se mettre en lien avec autrui, mais c'est aussi se mettre en lien avec les écosystèmes. Donc d'où toutes les pratiques, alors qui existent beaucoup en milieu rural, hein, où les enseignants vont volontiers aller faire classe à l'extérieur des établissements scolaires pour se mettre en lien avec la nature, les écosystèmes. Mais c'est vrai que dans les grandes agglomérations, c'est des classes qui vont faire cette action-là. C'est très utile pour s'ouvrir aux écosystèmes. Et c'est plus compliqué à organiser. Vous soulignez l'importance des activités collectives, l'importance de la coopération entre enfants. C'est quand même pas le truc qu'on évalue le mieux dans le système éducatif français.
Je ne sais pas si c'est ce qu'on évalue le mieux, mais c'est vrai qu'il y a des études en recherche, c'est intéressant, ça, c'est savoir si le système éducatif, il promeut plutôt les valeurs de concurrence ou de coopération. Et la France, on n'est pas bien noté du tout. Et quand on parle de la Finlande, etc., du miracle finlandais, etc., c'est quand même des approches sur la coopération. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les chercheurs français sont sur le terrain et qu'il y a beaucoup d'activités qui favorisent la coopération. Je peux citer tout ce qui se passe à l'université de Montpellier, par exemple, qui est très dynamique sur ce sujet. Allez, on va être optimiste et on va préciser que la France n'est pas le seul pays qui n'a pas tout à fait terminé de mettre en œuvre une éducation développement durable 19. Tout le monde est à la bourre. Mais la demande sociale, vous en êtes sûr, et ce sera le mot de la fin, elle existe. Elle existe, elle est là, elle est présente chez les élèves, elle est présente chez certains parents, c'est 3-4% des parents, mais ça suffit. Eux, ils veulent s'impliquer, ils ont des choses à apporter pour la construction de ces activités. Bon, allez, et si vous avez envie d'accélérer encore le mouvement, vous lisez ce formidable guide pratique qui est sorti chez Debook Supérieur, collection pratique pédagogique. Merci beaucoup. On va continuer à parler pédagogie. On va le faire avec Marie-Olivier pour son cours particulier. On va partir, vous allez voir, dans les zones reculées du Bangladesh. Brandon, merci. Merci. Marie-Olivier, cours particulier. Cours particulier, notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Direction aujourd'hui le Bangladesh, vous y avez été. Vous avez passé quelques semaines là-bas l'été dernier, où certaines communautés qui vivent dans les zones rurales ou reculées n'ont pas accès à l'éducation, mais où les nouvelles technologies peuvent être d'une grande aide. Et c'est ça que vous nous racontez aujourd'hui. Exactement. Le Bangladesh, c'est l'un des pays les plus densément peuplés et les plus pauvres du monde. Il n'y a pas moins de 40 millions d'élèves. C'est le 7e système éducatif du monde. Et bien que le taux de net de scolarisation soit assez élevé, 98%, c'est même très élevé, certains enfants ou adolescents n'ont tout simplement pas accès à l'éducation comme dans les chars. Les chars. What are the chars, please, Maria? Alors, je ne peux pas traduire, ce sont des zones reculées en bordure de rivières, surtout aux abords des grands fleuves, le Gange et le Brahmaputra. Les chars, en fait, ce sont des îles qui sont faites de limons qui apparaissent et disparaissent. C'est celles qui apparaissent et qui disparaissent. Au gré des marées. Donc, en fait, il y a des communautés qui vivent sur ces îles et qui doivent changer de lieu très régulièrement. Donc il est impossible pour elles de bénéficier d'infrastructures permanentes parce que le sol bouge en permanence. On avait vu ça dans un documentaire, c'est pas là où les enfants prennent le bateau pour aller à l'école, c'est ça? Alors pas tous, parce que la plupart de ces familles en fait sont très pauvres, donc certains enfants n'ont tout simplement pas accès à l'éducation, mais il y a des organisations comme Friendship, c'est une ONG dont nous avions déjà parlé dans une chronique, qui font en sorte que ces enfants défavorisés puissent apprendre. Par exemple, ils créent des écoles qui sont facilement démontables en quelques minutes. En fait, ils plient les bâtiments, ils les chargent sur un bateau et tout le monde déménage ailleurs. Extraordinaire. Ils ont créé beaucoup d'écoles comme ça? 58 écoles primaires et secondaires dans le pays et une cinquantaine de centres d'apprentissage aussi pour adultes, parce qu'ils enseignent aussi aux adultes qui, dans ces zones, n'ont pas forcément la chance d'aller à l'école. Et il leur permet de développer des compétences qui leur seront utiles pour la vie, mais aussi pour le travail. Donc Friendship forme aussi des professeurs, parce que c'est bien beau d'avoir des écoles, mais il faut aussi avoir des enseignants. Et ouais, mais il n'y en a pas sur des anciens qui viennent de la terre ferme et non pas des chars pour aller enseigner dans ces communautés très reculées? C'est vraiment, déjà c'est assez loin en bateau, et en plus de ça, Friendship préfère rendre doublement service à la communauté en formant des hommes et des femmes qui habitent eux-mêmes dans ces chars pour qu'ils deviennent eux-mêmes tuteurs ou professeurs, et l'an dernier ils ont formé plus de 500 enseignants. D'accord, ça n'empêche pas de suivre les programmes nationaux? Non, évidemment, ils ont d'autres cours pour enrichir le cursus. Ils travaillent aussi sur un code d'éthique, parce qu'ils sont vraiment attachés à des valeurs éthiques dans cette ONG, sur l'environnement et sur la préservation culturelle. Et les étudiants, figurez-vous, excellent dans ces zones reculées. Lors des derniers examens nationaux dans le secondaire, ils ont tout simplement eu un taux de réussite de 100%. Wow, spectaculaire. Et ils utilisent donc le numérique dans ces zones difficiles d'accès? Oui, et heureusement qu'ils ont des panneaux solaires pour avoir accès et pour charger leurs portables ou leurs ordinateurs. Il n'y en a pas 10 000 des portables et des ordinateurs, mais quelques-uns. Friendship met régulièrement en ligne aussi des cours sur YouTube pour les élèves du secondaire, et ça a été le cas évidemment pendant le confinement. Ils font aussi des échanges avec des élèves européens en ligne. Marie, vous allez bientôt nous faire profiter de votre visite de ces écoles Friendship, car vous les avez visitées dans une prochaine chronique. Il y a d'autres organisations néanmoins qui utilisent le numérique, si on reste sur le numérique. Oui, c'est loin d'être la seule. Par exemple, 10 Minute School, la plus grande entreprise EdTech du Bangladesh, a développé des programmes où l'on peut suivre des cours sur son téléphone et sur son ordinateur. Aujourd'hui, ça touche environ 9 millions d'élèves chaque jour. Le gouvernement mise là-dessus d'ailleurs, pour l'accès à l'éducation. Oui, totalement. D'ailleurs, Friendship, 10 Minute School et BRAC, qui est l'une des plus grandes ONG au monde. On avait parlé aussi, vous nous l'aviez raconté, BRAC. Tout à fait. Ils travaillent main dans la main
avec le gouvernement dans le cadre du plan numérique du gouvernement qui s'appelle Aspirer à innover, A2I. Ils œuvrent ensemble à l'alphabétisation numérique, donc c'est tout simplement savoir prendre en main des outils digitaux. Le gouvernement qui lui-même a une plateforme nationale. Oui, exact. Ça s'appelle Muktopass. Donc Mukto en bengali, j'ai fait des progrès dans cette langue. Ça veut dire libre, sans entrave, et pass, ça veut dire apprentissage. Donc apprendre librement, c'est la mission de cette plateforme qui est gratuite et qui fonctionne en ligne et hors ligne. Et elle s'appuie sur les connaissances de professeurs qui sont qualifiés et aussi de cours universitaires. Donc vous avez contenus de grande qualité. C'est ça, et qui sont vérifiés par le gouvernement, qui sont vérifiés aussi par les 54 partenaires de la plateforme. Des jeunes, mais aussi des adultes, peuvent se former à tout un tas de matières, de la programmation au design graphique, en passant par l'économie. Muktopass est vraiment utilisé par des élèves, mais aussi par des professeurs, par des professionnels de santé, des journalistes et des jeunes qui veulent se former à des compétences, mais qui ne peuvent pas parce que leurs familles n'ont pas les moyens. Au total, on a une idée du nombre de personnes concernées. On peut compter avec le numérique. Oui, 1,9 million de personnes se sont déjà inscrites sur la plateforme. 1 million ont terminé leur apprentissage. Et en fait, à la fin de chaque cursus, chaque élève reçoit un certificat électronique officiel du gouvernement qui atteste donc de leurs compétences. C'est comme un diplôme, en fait. C'est comme un diplôme, mais c'est très pratique. Ça peut déboucher sur l'obtention d'un emploi. Génial. Comment on dit merci en bengali? Shukran. C'est pas vrai. Ils l'utilisent. D'accord. Mais c'est pas le seul. Shukran Marie. Pour ce petit Merci voyage au Bangladesh. Et on y retournera parce que vous y avez passé du temps. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie par Emma Frari, Thibaut Goury-Lafont au son, Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV. On se retrouve nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.